L'an dernier, en novembre plus précisément, je vous avais présenté, en collaboration avec le groupe Conseil Novipro, une table ronde avec des directeurs de TI pour parler cybersécurité. Mais ce qu'il y avait de particulier avec cette rencontre, c'est qu'on a tout fait ça sous le sceau de l'anonymat. Pas de nom d'entreprise, rien. L'idée étant de parler à bâton rompu à des gens issus de PME, de grandes entreprises, de parler vrai avec eux d'enjeux, de défis, du quotidien qu'ils ont à vivre. Ça a tellement bien marché que cette année, les gens de Novipro m'ont invité à répéter la chose. Alors cette fois, je vous propose une rencontre avec 5 professionnels du monde des TI que je rencontre pour remettre le sujet de la cybersécurité et tout ce qui est autour sur la table. Question de voir comment les choses ont évolué ou peut-être pas. On parle de cybersécurité, mais également de cyberrisque, de l'intelligence artificielle qui entre dans l'écosystème des entreprises et beaucoup d'autres sujets. Alors, contrairement à mon habitude, je ne vais pas vous présenter mes invités, à part peut-être un, Roger Ouellette. Il est le directeur de la pratique sécurité chez Novipro et je l'ai invité autour de cette table avec mes 5 invités pour rebondir un peu sur leurs propos et mettre ça en contexte avec ce que lui vit avec les clients Novipro dans sa pratique. Allons-y. D'abord, merci d'être là, de vous prêter au jeu de cette conversation anonyme. Donc, première question. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez actuellement en matière de cybersécurité au sein de votre entreprise? En fait, moi, je dirais que principalement, moi, je fais de la consultation. Donc, tout simplement, je touche à plusieurs entreprises. J'entends souvent, ça m'arrivera pas. Je suis trop petit pour que ça m'arrive. Moi, c'est ce que j'entends souvent. Par contre, si individuellement, on peut se faire prendre nous-mêmes en tant qu'individu, qu'est-ce qui ferait qu'une petite PME, même de 5, 10, 15 employés, ne pourrait pas se faire prendre? Donc, je lance souvent la réflexion aux propriétaires d'entreprise en disant « Pourquoi, toi, ça ne t'arriverait pas? » Est-ce qu'ils arrivent à vous trouver une réponse? Non, sont un peu bouche bée, mais je pense que ça, en fait, ce qui est important, c'est que ça lance la réflexion. C'est ça qui est très, très, très important. On s'entend, je fais beaucoup de transformation numérique, donc on est dans la gestion du changement. Gestion du changement, c'est prendre conscience de beaucoup de choses. Puis souvent, dans le cours de mon mandat, là, ils se rendent compte que, finalement, ça serait peut-être important qu'on aille chercher une certaine expertise ou quelqu'un qui va pouvoir nous aider au niveau de la cybersécurité. Puis pour relancer un peu là-dessus, moi, ça fait déjà quand même un certain temps que je participe à des événements comme on est ici présentement où on discute de cybersécurité. Puis moi, je suis dans un milieu, dans une PME manufacturière. Donc, les enjeux, des fois, au niveau budgétaire, c'est pas toujours évident parce qu'on se bat un peu la sécurité versus les opérations versus ce qui est vraiment payant pour la business. Mais une des questions souvent que je vais dire aux gens avec qui j'interviens à la direction, au président finalement de la compagnie, c'est pas de savoir est-ce qu'on va se faire hacker ou est-ce qu'on va se faire pirater, c'est quand ça va arriver. Et quand ça va arriver, est-ce que tu veux que la compagnie soit prête à répondre à cet événement-là de manière quand même adéquate et que les opérations soient le moins affectées possible? Puis c'est ça un peu le but de mon rôle en cyber, c'est vraiment de m'assurer que si jamais il vient avoir un événement, quand ça va arriver, que les opérations restent pratiquement intouchées ou puissent continuer ou se poursuivre presque normalement. Là. Au final, c'est un peu ça notre rôle, là, si on peut dire. Là. Peut-être de garder le rythme, de jamais relâcher sans arrêt. La cybersécurité, c'est continuel, c'est dans plusieurs sphères. Mais de ne pas se faire dépasser. Tantôt, on parlait, ça va arriver, mais on essaie de repousser ça le plus possible, mais il y a tellement de possibilités maintenant de se faire attaquer de l'intérieur, de l'extérieur, de toutes les façons possibles que ça devient épuisant. Puis on sent que les gens commencent à être épuisés par rapport à ça. C'est pas facile de garder la garde levée sans arrêt. Même si on va chercher des ressources externes, des compagnies externes, je trouve qu'il y a un épuisement général des gens qui doivent... Et c'est vrai, surtout que même nous autres, plus ça avance, puis plus notre surface d'attaque grandit. Tu sais, veut pas, on rajoute des nouvelles technologies au niveau du plancher de production, on rajoute des robots, on rajoute des automates, on rajoute des systèmes. Des fois, on essaie d'aller s'approvisionner. Bon, on n'a pas un budget extraordinaire, fait qu'on va essayer de couper des coûts. On peut pas, faut qu'on fasse ça comme il faut. Puis sans nécessairement dire qu'on va mettre un stop sur toutes les technologies avant de les déployer. Non, il faut juste penser à une méthodologie pour les sécuriser. Quand on dit, OK, on va aller de l'avant avec un projet comme ça, parfait, on va déjà rentrer la sécurisation de ça dans l'équation, dans la discussion au départ du projet, ou le plus tôt possible, du moins. Là.
Moi, je trouve que ça a changé depuis quelques années. Alors, ça va peut-être pas aussi vite qu'on l'espérait. On aimerait bien que tout le monde, ce soit la priorité, le sujet numéro 1, mais ça ne l'est pas. Mais ça a quand même changé. Les gens viennent avec des questions, ils ont la TV chez eux, ils écoutent la TV, ils voient ce qui se passe. Donc, ils ont quand même changé leur habitude. Et on sait que l'optimisation des processus passe par l'informatisation, par l'informatique. Et donc, quand on met tout dans l'informatique, nos assets, il va falloir les protéger. Donc, ça devient de plus en plus... je voulais mettre un petit peu plus de sourire autour de la table parce que, oui, ça l'a quand même changé. Moi qui suis dans ce domaine-là, je trouve pas assez vite, mais il y a quand même eu des progrès. Ma question, moi, de mon côté, j'aimerais rebondir sur ce que vous mentionnez tout à l'heure, c'est jusqu'à quel point on est prêt. On ne sait jamais. Est-ce qu'on est prêt? On se pense prêt, on se pense bien protégé, on pense qu'on a les bons plans pour faire de la reprise de données, de la reprise d'activités, mais jusqu'à quel point on est vraiment prêt? Souvent, on sait, puis il est trop tard. Puis c'est malheureux. Puis après ça, on a beaucoup de jugements autour de nous, mais vous étiez pas prêts, vous étiez pas assez bien préparés, vous nous aviez pas assez bien éduqués, mais... Non, nous, on le sait, on est dans ce domaine-là, on le voit aux nouvelles, on en est conscient qu'il y a des attaques partout avec des grandes entreprises, des entreprises beaucoup plus grandes que la nôtre, mais souvent à l'intérieur, si je regarde les dirigeants de mon entreprise, oui, ils vont en voir, mais quelle proportion qu'ils vont voir de ces attaques-là, alors que nous, on est conscientisés, on sait que c'est n'importe quelle entreprise, n'importe quelle grandeur, n'importe quand, et qui sont down pendant longtemps. Puis jusqu'à quel point les attentes sont tournées directement sur les TI. C'est vous devez être prêt en tant que TI. Mais moi, je regarde plus, on doit être prêt en tant qu'organisation. Si les TI sont down pendant X nombre d'heures, super, X nombre de jours, on fait un bon travail. X nombre de semaines, ça veut pas dire que vous êtes pas bon. Ça veut dire que, l'attaque est arrivée par un vecteur qu'on n'avait pas vu venir, quoi que ce soit, on n'était pas préparé pour ce scénario-là. Mais la responsabilité devrait être partagée dans l'organisation. C'est si vos TI sont pas fonctionnel pendant X nombre de temps, vous, qu'est-ce que vous avez préparé sur le côté pour continuer vos opérations? La continuité des affaires n'est pas une responsabilité 100% TI, c'est une responsabilité d'organisation qui est souvent, selon moi, mal comprise. Je veux juste rebondir sur ce qui a été mentionné. En fait, les coûts associés à ça. Moi, là où je sensibilise beaucoup nos entreprises, quand je fais des mandats, c'est de dire, mais tout l'argent que tu n'investis pas nécessairement en cybersécurité, à ce moment-là, quand ça va t'arriver, pour reprendre la terminologie qui a été mentionnée tout à l'heure, mais en fait, c'est quand ça va arriver, combien ça va te coûter? Aurais-tu dû investir tout ce montant-là auparavant? Est-ce que tes clients vont en écoper? Est-ce que tes fournisseurs vont être en écoper? Donc, voir l'ampleur du risque potentiel, puis financier, et pour la réputation de l'entreprise aussi. Puis ça peut devenir assez important, ce genre de problématique-là, que c'est plus vraiment juste un enjeu de TI. Il faut vraiment que ça soit un enjeu stratégique au niveau de l'entreprise. Il ne faut pas que ça soit juste une décision au niveau des TI. Je vais rajouter tel système de sécurité, je vais protéger tel truc. Il faut vraiment que les plus hautes sphères, les dirigeants carrément de l'entreprise soient impliqués dans la décision de ça, parce que ça peut avoir des très, très gros impacts, pas juste au niveau des systèmes informatiques, mais avec l'informatisation, l'automatisation, tout ça, on peut littéralement mettre un plancher de production à l'arrêt pendant on ne sait jamais combien d'heures jusqu'à ce qu'on réussisse à le redémarrer. Fait que c'est pour ça qu'avoir le plan puis essayer, dans la mesure du possible, de le tester ou de faire des simulations, ça devient important, là. La façon la plus simple de faire de la cybersécurité, c'est la gestion du risque. Donc, on va partir sur notre gestion du risque, de voir qu'est-ce que ça ferait mal, puis de le provisionner, puis de mettre de l'argent de côté pour, même si une fraction, un pourcentage de ce qu'on peut perdre, c'est déjà beaucoup, puis ça va faire. Après, je nuancerai, je ferai une réponse d'avocat en disant ça dépend, parce qu'il y a des gens qui partent vraiment de tellement loin, qui n'ont pas des briques essentielles de cybersécurité. Je suis désolé, patate 3, 4, 5 au lieu de patate 1, 2, 3, c'est pas un mot de passe valide. Et ça se voit. Et d'être admin de sa machine et d'être admin du domaine dans des shops ou dans des entreprises sous le plancher, parce que c'est plus simple, ce n'est pas une bonne pratique. Donc, il y a toute une hygiène de base qui n'est pas faite. Et il n'y a pas besoin de faire d'analyse de risque pour faire l'hygiène de base. Et c'est pas forcément très dispendieux. Vous amenez un bon point, parce que vous allez encore dans des séminaires ou les formations en cybersécurité, les hackers utilisent encore ces moyens de base, là, des mots de passe simples, des vulnérabilités simples, qu'on pense qu'il y a beaucoup de grandes entreprises encore qui ont encore ces
mot de passe. Mais donc, c'est pas réglé encore, ces choses-là. Fait que l'hygiène de base n'est pas implantée dans les grandes entreprises, les petites entreprises. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Roger Ouellette, vous êtes le seul qui va être identifié pendant cette discussion. Je le redis au cas où. Roger Ouellette. Je suis la victime. Roger, quand vous entendez ces témoignages-là, est-ce que ça ressemble pas mal à ce que vous entendez de la part des différents clients de Novipro? Oui. Puis, en fait, au début, on a parlé de les clients sont pas conscients. Ils pensent qu'eux autres ne seront pas une cible. C'est parce qu'il faut qu'ils comprennent que, oui, il y a des attaques ciblées, mais des attaques qui sont pas ciblées. C'est juste random, c'est chippé, puis le premier qui va cliquer dessus, qu'on embarque. Puis quand on fait la suite de l'attaque, si on est chanceux, c'est un one-click, puis on attaque, puis c'est fait, merci, on a l'attaque. Si on a bâti nos pleurs d'oignons comme du monde, le spread n'ira pas trop loin au niveau de l'attaque. Le problème, c'est quand sont là pendant des mois et des mois et des mois. Quand on parle du downtime, que le downtime peut être un jour, 2 jours, une semaine, s'ils sont là pendant des mois, même si le backup a été protégé durant l'attaque, je peux pas restaurer. Il faut que j'y aille petit bout par petit bout, nettoyer chacun des instances, fait que je peux être mort pendant des mois sans TI, dépendamment de la grosseur de l'entreprise. C'est là qu'on vient, quand on fait, nous autres, on fait des analyses de risque, d'impact, c'est pas nécessairement nécessaire pour tout le monde. Mais ce que je me rends compte, c'est que les business ne comprennent pas leur business. Ils savent pas ce qu'ils ont besoin pour fonctionner dans la vie. Fait que quand on fait ces analyses-là, des plans de continuité d'affaires, c'est pas affaires, c'est affaires TI, pour partir de tes TI, mais tes opérations. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu sais, si je suis un retail, j'ai 50 magasins, j'ai 2 centres de distribution, j'ai pas de TI. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Comment je fais pour le mettre sur les tablettes de mes magasins? Comment je fais pour contacter mes gens? J'ai plus de TI, là. Faut que j'appelle le monde pour lui dire, sont où mes informations? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille préparer? Puis il faut que je le prépare combien de fois? Il faut que je prépare à chaque jour, il faut que je sorte mes données, puis ça fait de même pour être prêt de fonctionner sans les TI. Fait que c'est cette partie-là c'est d'amener les gens à comprendre leur business. Une fois que tu as compris ta business, puis on l'a mentionné, la sécurité, c'est une histoire de business, pas une histoire de TI et TI par rapport. Les TI, c'est l'enabler pour le partir, pour le mettre en place. Mais là, c'est une histoire de business. En fait, j'ajouterais, ce que je recommande souvent aussi, c'est de faire des tests, pas d'attaque comme tel, mais tu sais, de dire, OK, demain matin, on devait récupérer toutes les informations. Est-ce que notre cloud fonctionne? Est-ce que nos backups fonctionnent? Est-ce que on prend ça où? Moi, j'ai déjà eu une entreprise qui a été attaquée, puis ça a pris 3 semaines. Il y avait, tout était, encrypté et tout, donc bravo. Sauf que ça a pris 3 semaines à remonter toutes leurs activités pour repartir. Donc, ils s'étaient pas rendu compte que finalement, oui, ils étaient bien, entre guillemets, sécurisés, comme on peut dire. Les hackers ne seront pas partis avec l'information, sauf qu'ils ont quand même été down pendant 3 semaines parce que remonter toute l'information pour repartir les activités était quand même complexe. Ils n'avaient jamais fait l'exercice de repartir les activités de zéro. Ça peut être très, très long. Excuse-moi. Oui, j'allais faire du pouce là-dessus. Effectivement, 3 semaines, c'est des fois même chanceux. Oui. Parce que ça peut être 2, 3 mois, parce qu'il faut vraiment tout regarder, tout récupérer. Et j'ai vécu ces cas-là. Puis, il y en a qui sont passés dans les nouvelles. Il y a des assurances qui ont eu ce problème-là. Et ils sont débrayés sur du processus papier pour répondre aux gens. C'est arrivé dans des sociétés de gaming, par exemple, où ils ont perdu toute leur communauté parce que quelqu'un avait pris des serveurs et donc toute leur communauté, impossible de rejoindre les joueurs, etc. Donc c'est une perte d'image, perte financière. Donc il y a des histoires qui sont vraiment pas drôles et c'est toujours difficile de voir la valeur qui est à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est souvent les premiers exercices, comme souligne Monsieur Ouellette. C'est le seul à qui on a le droit de dire le nom. Donc, voilà. Qui vont permettre d'identifier la vraie valeur. Et s'il doit en rester qu'un à la fin de la journée de service qui est essentiel, c'est sur celui-là on va mettre le paquet. On va mettre les efforts. Et ce qu'on peut rajouter à ça, dans le fond, une fois que tu as compris ta business, c'est quoi tes blind spots? Au niveau de la cybersécurité, tout le monde va parler... Zero Trust, je suis Zero Trust. Non, t'es pas Zero Trust. Zero Trust, c'est un framework, puis tu vas mettre des composantes pour sécuriser certains éléments. Le blind spot qu'on voit de plus en plus, c'est le human factor, parce qu'il y a un gros pourcentage des attaques qui viennent de ressources internes malicieuses.
Ben, allons-y. La semaine dernière, je parlais au grand patron de la cybersécurité au Canada, Sami Khoury. Et d'ailleurs, l'entrevue est toujours disponible là, sur mon carnet si vous voulez l'écouter. Et il me disait que les rançongiciels, c'était ce qui l'inquiétait aujourd'hui le plus comme risque pour les entreprises canadiennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec son inquiétude? D'une certaine manière, j'aurais tendance à dire oui parce que ça arrive quand même relativement fréquemment. Puis moi, j'ai quand même une bonne culture au niveau de la sécurité avec les différents employés de l'entreprise. Puis souvent, quand ils ont le moindre doute, je leur dis, regardez, prenez 2 minutes, appelez-moi ou appelez un membre de mon équipe. On va aller vous voir, on va analyser le courriel. Puis je fais pas ça 1 fois par année ou 2 fois par année. Je fais ça fréquemment, souvent, pratiquement à toutes les semaines. J'en ai au moins un. Au fur et à mesure, on a des gens qui commencent à s'habituer, mais plus ça avance, puis plus c'est ciblé, puis souvent, on va recevoir des attaques en provenance d'un de nos fournisseurs ou d'un de nos clients ou quelqu'un d'un partenaire avec qui on travaille. Puis eux se sont fait avoir, mais en utilisant l'information d'eux, là, c'est l'adresse de courriel, le nom de la personne, la signature, puis le fichier qu'il y a dedans est infecté, mais tu regardes le courriel, ça a l'air... Ça devient de plus en plus, sincèrement, ça devient de plus en plus dangereux parce qu'ils sont de plus en plus difficiles à détecter, ces courriels-là. Fait que oui, effectivement, ces attaques-là sont assez dangereuses. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a une asymétrie avec la cybercriminalité. Il y a plus de criminels cyber que de défenseurs. Donc, la guerre est assez complexe à gagner, où l'équilibre dans la force est très difficile à avoir. Donc, c'est clair que c'est une menace qui est très importante. Puis, souvent, en tant qu'entreprise, puis les plus petites entreprises, on l'évoquait, ne sont pas conscientes, donc elles ne vont pas faire les premiers périmètres. Et donc, quand on n'a pas les premiers périmètres, on devient des cibles beaucoup plus faciles. On accepte un petit peu plus facilement les échanges avec nos fournisseurs, des fois avec nos clients. On s'échange des fichiers sans trop regarder. On va demander au département TI, s'il vous plaît, laissez-le passer parce que c'est le contrat qu'on doit avoir tout de suite là, qui doit rentrer. Donc, on va baisser notre garde. Et puis, il faut pas douter que ceux qui nous observent depuis des mois, ils savent par où rentrer. Donc, il y a cette asymétrie, ça fait mal. Les attaques qui se propagent présentement, souvent, sont pas nécessairement de hackers, mais par l'intermédiaire d'une entreprise qui était compromise dans le supply chain attack. Puis c'est presque impossible à diagnostiquer ça, à moins que la compagnie va communiquer avec l'entreprise, dire on a été victime, mais ils servent de ces vecteurs-là. Ça fait qu'on va avoir toute la suite de produits possibles qui existent. C'est presque impossible. Il faut vraiment avoir un genre de deuxième facteur du département des payables ou peu importe, c'est quelque chose qui est suspect de communiquer avec l'entreprise, mais c'est beaucoup de travail. Puis souvent, c'est là où le facteur humain est vraiment important. Puis c'est là que c'est important de vraiment donner les bons outils à nos personnes, justement, qui reçoivent ce genre de courriel-là, puis d'essayer de les guider pour voir un peu comment reconnaître un courriel normal de leur fournisseur ou un courriel qui... celui-là, c'est drôle, il a l'air louche. Puis, on en a eu des courriels, justement. C'était carrément un de nos fournisseurs qui a changé sa méthode de faire. Donc, sa méthode d'envoyer nos courriels, c'est tombé avant, on avait un courriel personnalisé avec le fichier attaché en PDF. Puis là, ça tombé un sujet tout à fait standard avec juste le nom de l'entreprise, avec un numéro random, un fichier PDF, votre invoice, merci, bonsoir, même pas de signature. C'est comme, on va analyser ça un peu, finalement. Il n'y avait rien là, c'est parce qu'il avait changé. Je leur ai dit, peut-être customiser ou, mettons, personnaliser un peu votre rapport parce que nous, on l'a plus considéré comme une attaque que comme vraiment une facture qu'on devait payer. Fait que c'est là où des fois aussi la balance entre c'en est un vrai, c'en est un pas vrai. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus impliqué possible avec mon équipe pour justement aider les gens à les détecter puis à les trouver. Mais c'est complexe. Lorsqu'on parle justement de détecter, nous, autour de la table, on est sensibilisés à ce type ou différentes formes d'attaques possibles. Par contre, les employés sur le terrain, les employés doivent être formés. C'est important. Puis je dis toujours, est-ce que c'est une petite formation, un petit dîner, lunch and learn, pizza, on commande la pizza, puis on passe des capsules à l'écran. Il y en a sur YouTube. Il y a des formations justement spécialisées. Mais tu sais, la base, c'est de former nos employés, de les sensibiliser
à la possible attaque ou en fait de juste lever le drapeau. Puis justement, si ils sont pas certains, bien de savoir c'est quoi le plan d'action. OK, je suis pas certain, j'appelle qui, je fais quoi. Je suis pas certain s'il est 3 heures de l'après-midi, peut-être que le département de TI est là ou peut-être que le département où j'ai des ressources, mais je suis en train de faire du télétravail puis je travaille à 11 heures le soir, j'appelle qui si je pense que j'ai été compromise. Donc, ça prend des plans d'action. Ça, c'est hyper important. Puis, toutes les entreprises, ça coûte pas cher de faire un plan d'action. C'est juste de le mettre en place et ne pas oublier de le divulguer, évidemment. J'en reviens un peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est très intéressant, je pense, à la discussion qu'on a autour de la table, mais connaître notre business. J'en reviens, est-ce que c'est encore une fois 100% la responsabilité des TI? Je dirais non. Si on connaît bien notre business, on a des bons processus en place, mais quand il y a un cas, justement, de dire est-ce vraiment une facture? Oui, on peut flag au TI. Oui, on peut... il y a des outils maintenant d'automatisation qui vont scanner. On l'a chez nous, ça fonctionne super bien. On fait de la formation qui est hyper importante. On voit que nos gens sont meilleurs, sont vraiment bons, mais les attaques sont de plus en plus personnalisées, de plus en plus crédibles. On fait des tests. Je suis là-dedans. Je me suis même fait prendre à nos propres tests récemment parce que le sujet était directement en lien avec une activité que je venais de faire. Puis, j'ai pas pris, on était pressé, j'ai cliqué, puis je fait, bravo, vous avez, si ça avait été une vraie attaque, je fait, ouais, bravo, c'était pas fort. Mais, j'en reviens à connaître nos processus. On fait quoi dans le cas où est-ce qu'on a un fournisseur qui nous envoie une facture puis on n'est pas certain, mais il faut avoir un bon processus ou des bons contrôles en place, dire, bon, on contacte le fournisseur. Qui le fait? Comment? Dans quel délai? Est-ce qu'on attendait la facture? Donc, il y a encore des mécanismes qui sont pas nécessairement liés au TI qui doivent être mis en place pour venir sécuriser ou renforcer le fait que est-ce que la pièce jointe est vraiment bonne ou non avant de cliquer dessus. Donc, et c'est encore une fois la formation auprès de nos utilisateurs, là, mais qui sont extra TI, si je peux dire. Il y a quand même 2 questions dans cet énoncé-là. Il y a le fait de l'EDR, du ransomware, mais le ransomware s'accompagne souvent du vol de données, de propriété intellectuelle, avec des impacts, des données personnelles. C'est pas juste l'entreprise qui marche plus parce que tout est bloqué. Il y a aussi le deuxième effet qui vient par-dessus là. Donc ça, c'est quelque chose qui est à pas négliger dans les attaques de ransomware. Et puis, on parle des humains qui sont en arrière. Oui, la formation, c'est importante. La sensibilisation, c'est importante. Mais on peut pas toujours faire reposer ça sur les usagers qui ont des centaines de courriels à traiter le matin, qui doivent aller vite parce qu'on veut optimiser, parce que on doit remplir notre journée. Puis, si le courriel, il avait un A cyrillique ou un A normal, je vous défie en 30 secondes de faire la différence. C'est quasiment impossible de cliquer. Puis encore, si vous l'avez sur votre téléphone cellulaire, que vous faites ça dans le trafic, ce qui est totalement pas recommandé, voire même illégal, vous allez cliquer dessus, puis on va se faire avoir parce qu'on a de l'humain. Donc, il nous manque des fois des protections. Parce que donner tout ça sur les épaules de l'usager, puis à la fin, on va lui dire quoi? Oh, t'es le méchant qui a cliqué, t'es pas bien, t'as pas suivi la formation, on va le taper, on va déverser toute notre haine parce qu'on dessus, alors qu'en fait, il était pris dans un contexte. Donc, il y a un vrai défi humain d'affronter ensemble cette menace-là sans non plus mettre une trop grosse pression sur les usagers qui vont rien demander. Puis je suis tout à fait d'accord avec ce que tu mentionnes, d'où l'importance d'avoir des processus dans certains cas. Tu sais, dans certains cas où les processus, en fait, dans tous les cas, sont importants, on s'entend, mais ce que j'ai vu régulièrement, puis je peux dire que facilement, une entreprise sur 2 que j'ai accompagnée a eu, par exemple, un courriel disant qu'un de ses fournisseurs venait de changer de compte de banque pour payer les factures et tout ça. Donc, souvent, ça arrive le vendredi, 4 heures. Tu sais, donc, on veut se débarrasser, on change le compte de banque dans lequel on fait les paiements et on se rend compte que finalement, on a fait les changements bancaires, on a payé des factures de notre fournisseur dans un faux compte bancaire. Et là, c'est au bout d'un mois, le net 30 jours qui nous appelle puis qui nous dit « Hey, tes factures sont pas payées. » Puis là, oui, sont payées. Puis là, oups, là, on se rend compte de la problématique, mais ça fait quand même plusieurs fois que plusieurs paiements qui ont été faits. Donc, si le processus au départ fait que lorsqu'il y a un changement bancaire, par exemple, il y a un processus clair qui dit « j'appelle la ressource » ou « j'appelle » ou bon, peu importe le processus selon l'entreprise, mais à ce moment-là, au moins, on vient de réduire les risques associés à
justement des petits moments d'inadvertance comme ça. Oui, puis au final, il ne faut pas non plus minimiser l'utilisation des différents outils de cyber au niveau des TI, au niveau des départements de cybersécurité, on peut déployer pour justement aider ces utilisateurs-là à soit bien les détecter ou carrément minimiser le plus possible le nombre de potentiels courriels malicieux qu'ils pourraient recevoir dans une journée. Parce que en regardant, par exemple, les logs sur mes anti-spam, pour ne pas les nommer en français, souvent, le nombre de courriels qui sont arrêtés par ces systèmes-là, c'est astronomique versus le nombre de courriels qui sont livrés. Puis ça, c'est toutes des potentielles attaques qu'au final, les utilisateurs ne verront jamais. Au fur et à mesure, oui, ces outils-là s'améliorent, mais pour les quelques fois, parce qu'ils ne sont pas parfaits à 100%, pour les quelques fois où on va avoir besoin de notre utilisateur qui nous donne un coup de main là-dessus pour dire « Hey, celui-là, il a passé au travers des mailles du filet », c'est là où, oui, effectivement, les procédures, puis d'avoir un processus bien défini pour aider les utilisateurs à travailler là-dedans puis à s'améliorer, plus que justement, le but, c'est pas de leur taper sur la tête non plus, c'est vraiment de leur faire apprendre un peu, de les aider, les accompagner puis les assister dans cette démarche-là. Roger, votre plus grand conseil par rapport au rançongiciel? Une bonne boîte de Kleenex pour pleurer. Il y en a justement un devant vous. En fait, ce que je me rends compte par rapport à ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui au niveau des malwares, des rançongiciels, c'est que oui, les attaques sont pas ciblées. Il y en a qui sont ciblées, il y en a qui ne le sont pas. Mais maintenant, sont de plus en plus ciblés dans ce qui cible comme élément. Donc, on va avoir des ransomware qui vont aller attaquer la machine industrielle, le SCADA, le PLC. Avant, hey, ton Windows, puis c'est ton Windows. Là, on va aller, c'est un manufacturier, c'est un industriel, je vais aller targeter ça pour vraiment mettre le business à terre. Puis, on parle de formation, de sensibilisation au niveau des usagers. Hyper important, c'est un must, c'est un critère fantastique. Mais il faut être capable d'identifier le persona. Chacun des personas a un type d'attaque qui va lui être propre. C'est sûr qu'on va, la sensibilisation normale, fine. Mais dans le persona, on parlait tantôt, on change les comptes bancaires, ces choses-là. La personne qui s'occupe de traiter ça à l'intérieur, elle a un persona que la formation doit adresser ce persona-là. Quand on parle d'un VP, ils ont chacun un type d'attaque qui peuvent se rendre là avec un target différent puis une façon de faire différente. Fait que c'est important de faire cette formation-là basée sur le persona de la ressource. Tout à l'heure, on parlait de la rapidité. On est dans un contexte aujourd'hui où tout le monde veut aller vite, il y a énormément de demandes et les employés, ils sont portés justement à aller rapidement quand vient le temps de traiter des informations, des communications qui viennent de l'extérieur. Comment vous arrivez à négocier, pour pas utiliser le mot jongler, avec cette nécessité d'aller rapidement, mais de l'autre côté, de vous assurer que les systèmes sont en place et le processus est sécuritaire? Concrètement, comment vous faites ça? C'est un cauchemar. La boîte de Kleenex, c'est juste mais quand on est d'un point de vue cybersécurité, c'est un cauchemar. Parce qu'on n'a pas le droit de ralentir la business. Ça c'est impossible. Mais il faut composer avec. Et puis, on a l'info nuagique qui est arrivée. Tout le monde est capable de démarrer des services dans tous les sens. On a la fantastique intelligence artificielle qui va révolutionner nos lectures de courriel, voire même nos réponses. J'ai déjà vu des gens qui écrivaient des appels d'offres avec des intelligences artificielles. Ils ont dit, c'est bizarre, on a eu des réponses qui étaient très orientées à l'intelligence artificielle parce que c'est une réponse qui était faite pour l'outil des uns devient l'outil des autres. Donc, mais on veut utiliser toutes ces technologies-là. La sécurité, on sait que si on le fait par design, dès le démarrage, c'est là où c'est le mieux. Mais comme ça va trop vite, souvent on arrive à la fin de la chaîne, puis quand le responsable de sécurité arrive, son premier réflexe, ça devrait être de dire non, parce qu'il n'était pas au courant de l'affaire. Donc, mais on avance. Donc, c'est difficile de pouvoir accompagner, puis on est le dernier de la chaîne à vouloir se dire, OK, on va essayer de minimiser un peu les risques. Mais encore une fois, on n'a pas le droit d'arrêter la business. Au-delà de juste faire l'implantation, le produit, il vit dans le temps aussi. Donc, à partir du moment de l'implantation, moment zéro, jusqu'à
quelques semaines ou quelques mois, déjà, la gestion du risque par rapport à ça est différente. Ça peut arriver, il y a eu beaucoup de changements, des attaques et tout. Donc, c'est pas juste de l'implanter, mais c'est de soutenir jusqu'à temps qu'on ne l'utilise plus. Puis ça demande beaucoup de travail parce que ces gens-là vont l'utiliser. Toute interruption, toute remise en question de la façon qui fonctionne, qui est plus sécuritaire, c'est compliqué. Mal reçu. Ouais. Puis au final, honnêtement, c'est un jeu d'équilibriste qui est très difficile à atteindre parce qu'on essaie de pousser plus au niveau de sécurité, puis là, on a un impact plus grand au niveau du temps que les gens vont passer à essayer d'analyser les trucs. Là, on donne plus de responsabilité aux gens, ou une plus grande responsabilisation, si on peut dire, à nos utilisateurs, en disant « Ah, ben voilà, on vous a la formation, il y a les outils. » Mais au final, des fois, la balance, elle va dans l'autre sens, puis là, là, on commence à avoir un manque au niveau de... C'est de trouver cet équilibre-là. Puis comme Roger disait tantôt, au niveau des personas, de chaque département, il y a vraiment une réalité qui est différente. Par exemple, ma personne au compte payant pourrait avoir une attaque par fraude du président. Ou ça, c'est des choses qu'on a vues dans un paquet d'entreprises, des entreprises avec qui on a fait affaire qui en ont été victimes. Fait que c'est des choses qui sont tout le temps là, mais puis faut pas se cacher non plus, le vendredi à 4 heures, ça se peut que s'il y a un courriel qui rentre, il soit traité légèrement avec moins de... il va être traité un peu plus rapidement que, par exemple, en début de journée, un mardi vers 9h, mettons 9h30, où là, les personnes sont plus encore reposées, pas trop fatiguées de leur semaine, où ils s'arrachent les cheveux. Donc, c'est certain que le niveau de vigilance va être différent. Puis des fois, d'un département à l'autre et d'une journée à l'autre, ça varie tellement. Fait que le jeu d'équilibre est difficile. J'aimais bien la première réponse du fait que c'est un cauchemar et que tout va vite. Et l'équilibre, je pense que c'est là qu'il faut essayer de le trouver. Puis c'est pas facile parce qu'au-delà de juste l'aspect cybersécurité, c'est aussi l'aspect des technologies qui se développent à une vitesse fulgurante, particulièrement depuis, je veux dire, 5 dernières années. Et de l'autre côté, on se tourne du côté des TI, surtout en PME, on dit, mais vous connaissez pas ça, il y a tel outil qui existe, il y a tel... Oui, mais on peut pas tout connaître, parce que dans les 5 dernières années, il y a eu l'explosion du cloud, il y a eu tout ce qu'on parlait tantôt de rançon logiciel qui a explosé, les attaques avec les décisions des fois gouvernementales qui viennent faire en sorte qu'on devient des cibles à la suite de ces décisions-là. Il va y avoir l'intelligence artificielle, puis on s'imagine que les TI, demain matin, ah ben oui, nous on a tout déjà intégré, on était à l'avance, on a suivi des formations, puis on connaît tout, on est capable de sécuriser, on est capable de déployer, puis donc ça en fait énormément pour des gens qui, il y a 5 ans, dans l'organisation, on parlait de techniciens, on parlait davantage de généralistes. Quand on avait besoin de spécialités, on se tournait vers des gens, justement, de chez Novipro pour nous accompagner. Puis on comprend pas que nous, au niveau des TI, là, on soit dépassé, puis on n'est pas capable de suivre le rythme. Donc, c'est de trouver l'équilibre de sans ralentir l'organisation, peut-être de sensibiliser davantage au niveau de la haute gestion pour dire oui, mais est-ce qu'on peut prendre juste un petit recul pour déployer déployer les points correctement. Puis la semaine dernière, il y avait un événement AI à Montréal. Puis un point que je trouvais super intéressant, c'est oui, on veut déployer rapidement tout ce qui est intelligence artificielle et tout. Mais il y a encore des technologies d'aujourd'hui qu'on n'utilise pas, qui sont même pas du tout optimisées, qu'on n'utilise pas correctement. Est-ce qu'on peut se concentrer sur les technologies d'aujourd'hui, voire d'hier, avant de penser aux technologies d'aujourd'hui et de demain? En fait, tu sais, j'adore ce qui a été mentionné parce que effectivement, les PME, tu sais, c'est pas pour rien que je fais de la transformation numérique, alors qu'on pouvait dire, on avait la même terminologie il y a 20 ans encore là, transformation numérique. Nos entreprises, nos petites entreprises québécoises ou canadiennes sont peu technologique, on va le dire comme ça. Donc, et effectivement, on parle d'intelligence artificielle. Tu sais, je parle rapidement de l'intelligence artificielle dans nos entreprises, mais très rapidement parce que on n'est même pas rendu... tu sais, on parlait du 4.0. Pour moi, il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore au 2.0, là. Tu sais, donc, tu sais, ça évolue très vite.
Est-ce que, tu sais, moi, ce qui me fait peur, c'est de voir nos entreprises, est-ce qu'elles vont se faire avaler par justement des technologies qui sont plus grandes, plus évoluées, elles seront pas capables de suivre, mais encore là, faut-il les former, les aider là-dedans, les accompagner? Donc, c'est tout un enjeu, là. Si on parle cybersécurité, il faut essayer de garder ça le plus simple possible, parce que cybersécurité, on va regarder à chaque interaction entre les départements, à chaque niveau de la chaîne, si c'est sécuritaire dans le stockage ou dans le transit de l'information. Donc plus il y a d'étapes, plus ça donne des fenêtres d'opportunité, des fenêtres d'exposition dangereuses. Donc le conseil, c'est d'essayer de garder ça le plus simple possible. Plus ça devient complexe à sécuriser. Donc ça pourrait être ça, sans, encore une fois, briser l'élan, l'envie d'avoir accès aux nouvelles technologies, parce que, on le sait, l'optimisation passe par l'informatisation. Donc, c'est là où c'est le paradigme, ou en tout cas la dualité entre il faut que ça avance, mais il faut que ça reste simple parce que on veut éviter les accidents. Roger, je me tourne vers le sage de Novipro. Comment on arrive à balancer, à jongler, je reviens encore avec ces mots-là, là, la rapidité, la flexibilité, mais de l'autre côté, la sécurité des systèmes? Ça devient une question de business. Tout simplement ça. C'est de le faire. Je peux pas dire que, tant que moi, qu'une règle comme ça, on va arriver, on va être balancé. Là, ça va être le type de business que tu as, l'importance de ta business, l'importance des TI pour ta business. Une fois que tu as compris ta business, tu vas mettre les composantes en tant que telles. On parlait de by design. Si tu parles de la loi 25 pour la protection en données, maintenant, dans ce là tu dois avoir sécurité by design. Tu dois faire des risk assessments pour chacun de tes projets, voir c'est quoi l'impact. Quand on parle d'une PME aujourd'hui, si tu veux te sécuriser, c'est pas un outil qui va te sécuriser, ça en prend un paquet. Quand tu parles à un manufacturier, ils ont de la grosse machinerie en arrière, ils l'opèrent, ils font leurs choses avec, mais quand c'est le temps de la maintenir, cette machine-là, c'est qui vient le faire? C'est le manufacturier de cette machine-là. C'est lui qui vient s'en occuper. Fait que quand on dit une PME, tu vas mettre 50 outils dans la place de sécuriser. Tu as besoin de 50? Peut-être pas. Peut-être 5, 10. Mais est-ce que je peux penser que quelqu'un dans une PME est capable de gérer son serveur Windows, son stockage, son network, son firewall, son affaire dans le cloud, le courriel, l'usager, la formation de l'usager, en plus, tous les autres outils de cybersécurité qui sont là, puis de comprendre ce qui se passe là? Tu as besoin d'aide. Tu peux pas le faire par toi-même, c'est impossible. Si tu penses qu'une personne dans une PME est capable de tout faire, ou même 2 personnes, de comprendre toutes les technologies, c'est impossible. Fait que le moyen de simplifier les choses, c'est de te trouver un bon partenaire, puis de travailler avec lui pour qu'il t'accompagne dans cette sécurisation-là, puis de te suivre dans ta progression. C'est ça qui va te permettre d'avancer au niveau de ta business, parce que t'as pas le choix. Est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire dans un cadre maintenant, je sais pas, gouvernemental, quelque chose que ces règles de base-là sont renforcées pour avoir une entreprise? On vient à ça tantôt, on parle d'hygiène de base, là. Ils ne font pas les entreprises, mais est-ce que ça devrait être renforcé? C'est la cyberassurance. Si tu veux faire le business, c'est comme ça maintenant, sinon... Ben, tu vas avoir, tu sais, gouvernemental, tu n'as pas ça. Tu vas avoir des cyberassurances. Mais après ça, c'est ton client ou ton partenaire qui peut te l'imposer. Parce que moi, je vais rencontrer des clients où OK, tu as besoin de faire X éléments de protection et bon. Pourquoi? Ben, c'est parce que mon partenaire, il m'a donné un formulaire. Donne-moi ce que tu as. Supply chain, on parlait tantôt. Fait que tu garantis ton supply chain, ton client ou ton fournisseur, que lui, il a mis les bonnes affaires en place pour te sécuriser. Gouvernemental, pour sûr que je veux voir le gouvernement, déjà là qu'avec la 25 puis la C27 qui s'en vient au Canada, sont déjà en train d'imposer la Security by Design, d'imposer, si tu y penses, là, juste la loi 25 aujourd'hui, tout ce que tu as besoin de mettre en place pour être capable de respecter ça, c'est pas juste une histoire de trouver et où m'a donné, là. C'est toutes les politiques, les règles, la traçabilité, le suivi, tout est là. On parle de loi 25, puis de, C27 éventuellement, là, qui arrive bientôt. Mais pouvez-vous croire que dans la dernière année, en fait, j'ai fait plusieurs mandats en entreprise qui ne savaient même pas ou qui avaient entendu parler de la loi 25,
mais ils savaient même pas qu'est-ce que c'était. Donc, si on parle, alors que c'est gouvernemental, donc, est-ce que le message a bien passé? Est-ce que, bon, on pourrait se poser plusieurs questions sur la transmission de l'information, mais est-ce que c'est plutôt, ça devrait être de soi maintenant? Tu sais, ça devrait faire partie peut-être d'éléments. Bon, t'as du financement, donc t'es gestion du risque. On fait de la gestion du risque d'entreprise, mais gestion du risque cybersécurité, puis protection des renseignements. Mais il y a plusieurs entreprises qui, loi 25, ne savaient même pas c'était quoi, là, ou à peine. Il y a plusieurs problèmes sur ça. Effectivement, il y a des publicisations qui n'ont pas été faites correctement. Il y a même des gens qui sont encore étonnés de voir que ça existe. Même si je suis sous l'anonymat, je dirais pas les blagues que je dis autour de ça. Mais il y a ce problème-là sur la réglementation, mais la base devrait être imposée. Il n'y a pas personne qui oublie de déclarer ses impôts. Il n'y a pas une entreprise qui déclare pas ses impôts. Enfin, si vous le faites, à mon avis, vous allez avoir un problème dans pas long. Et il devrait y avoir cette obligation de sécuriser au moins le minimum. Puis on parle de malware, de protection anti-malware, on va parler de sensibilisation, on va parler de MFA. Enfin, tous ces mots-là, on les a déjà tous entendus. Ils devraient être systématiquement mis en place. Aussi bien pour nous en entreprise que pour les clients, que pour nos fournisseurs, etc. Donc c'est une barre qui devrait monter. Puis après, il y a un deuxième problème, c'est la place de la cybersécurité dans les organisations. Souvent, on va rencontrer le CFO qui a le portefeuille. En dessous du CFO, on va avoir la personne qui gère les TI. Puis en dessous des TI, on va avoir un gars qui va gérer la cybersécurité. Donc, la cybersécurité, si elle est en bas de l'échelle, elle n'a aucun pouvoir pour agir. Et on le voit dans énormément d'entreprises. Donc, le gars qui a le chapeau de sécurité, parce que le jour où il y a un problème, on va savoir où le trouver. Ça, c'est clair. On va trouver le gars de sécurité. Il est caché au fond de l'organigramme, mais on va le trouver. Par contre, quand c'est le temps de faire les budgets, il a disparu. Il a disparu. Je vais terminer en vous posant une question, parce qu'on a évoqué tout à l'heure l'intelligence artificielle. De plus en plus, on en parle. Il y a la pression qui vient avec de l'utiliser dans les entreprises, mais il y a des risques qui viennent avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, puis particulièrement avec la façon dont les géants nous invitent à l'utiliser. Je pense nommément à Microsoft et Google qui veulent permettre à leurs utilisateurs d'intégrer, mais vraiment au cœur de leur opération, ces outils-là qui vont les aider à être plus performants. Sauf que ça vient avec des risques. La gestion de l'information, les données qui sont là-dedans. Comment vous entrevoyez ça? Honnêtement, dans le milieu manufacturier, je dirais qu'il y a beaucoup d'outils qui commencent à apparaître un peu pour essayer d'améliorer l'efficience des différents processus de par l'analyse via intelligence artificielle. Le problème, c'est que on a d'un côté l'intelligence artificielle qu'on va appeler grand public, le fameux ChatGPT que tout le monde ne jure que par ça, on dirait ces temps-ci, les DALL-E de ce monde qui remplacent des artistes, des trucs comme ça. Je veux pas lancer un débat là-dessus, mais le problème, c'est que c'est souvent les modèles qui sont utilisés pour créer le contenu de ça, c'est pas des modèles qui vont être vraiment orientés pour une utilisation en entreprise ou dans le manufacturier, par exemple. C'est des modèles qui sont ultra généralistes, qui vont avoir été créés basés sur les données de plein de gens qui vont avoir mis là-dedans pour essayer je veux écrire une lettre à telle personne ou j'aimerais ça répondre de telle manière, mettons écris-moi ma rédaction, ma thèse de doctorat sur tel sujet. ChatGPT va se faire un plaisir de le faire. Mais au final, est-ce que ça va vraiment aider l'entreprise manufacturière là-dedans? Non. Puis c'est la sélection de ces outils-là qui devient complexe. Parce que oui, il y a les grands joueurs comme les Google, les Microsoft, tout ça. Mais au final, quel joueur on a en tant qu'entreprise pour dire, bon, avec lui, je peux avoir la base, le moteur, l'engin d'intelligence artificielle, puis le modèle, je vais avec eux, le générer pour nos besoins d'entreprise, pour qu'ils respectent un peu notre thinking, notre façon de penser, notre façon d'être, parce qu'au final, une intelligence artificielle, on veut qu'elle représente bien ce que l'entreprise est et comment l'entreprise fonctionne. Fait que trouver ce bon outil-là, c'est pas évident. Votre ADN. Oui, c'est ça. Ouais. Je dirais aussi, tu sais, l'intelligence artificielle, oui, il y a plusieurs entreprises qui m'en parlent, sont pas toujours, moi je dis au même niveau ou au niveau où elles sont prêtes
à l'utiliser. Puis il y a toujours, sans dire, un certain risque avec ça. C'est quel outil on utilise, quelle information on donne à cet outil-là aussi. Bon, on parle d'informations confidentielles dans certains cas aussi. On parle peut-être de clients, on parle de partenaires, où on donne de l'information. Et en plus de ça, c'est de savoir, est-ce que même l'information qui nous est transmise, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est réelle? Quelle est la validité de l'information qui est inscrite dans ces outils-là? Bien, je me permet aussi de sensibiliser les gens avec ça. Est-ce qu'on va se retrouver avec une espèce de monde artificiel qui n'est plus vraiment vrai et tout ça? C'est quoi? Puis c'est quoi le risque aussi de divulguer de la fausse information qui n'était pas volontaire, mais pour les PME, de divulguer de l'information qui n'est pas vraie ou dont les sources ne sont pas validées? Je me permets de poser la question. Les données, c'est l'or du XXIe siècle et toutes ces intelligences artificielles-là ont besoin de données. Donc, quand on veut de l'ultra-personnalisation, ça va être compliqué parce qu'on va utiliser nos propres données qu'on a déjà pour essayer d'améliorer. Donc, des fois, c'est peut-être un peu limité. Ça apportera pas la valeur qu'on espère ou qu'on rêve. Et quand on veut tout mutualiser et mettre toutes les données qui est à l'intérieur de tout le monde, c'est compliqué. J'aimerais bien qu'un jour, une intelligence artificielle me dise tel médicament parce que toi, t'es comme ça, voilà, t'as ton ADN, tes réflexes, ils me disent tu dois prendre que 10 mg de tel produit, etc. Ce sera ultra personnalisé et ce sera génial d'avoir ça. Par contre, ça veut dire qu'on va perdre un peu notre liberté ou nos identités parce qu'on va être obligé de donner énormément de données à l'intérieur. Je suis très curieux de savoir où va se placer la limite. On a tous peur parce que c'est clair qu'on n'a pas envie que nos comptes de banque soient complètement dans une intelligence artificielle pour savoir quel est le meilleur placement parce qu'on va pouvoir ressortir l'information à un moment donné parce qu'elle sera dans la machine. Puis d'un autre côté aussi, il faut trouver à quel point on dit on peut faire confiance aux données qui sont générées par ça. C'est justement ça. Tu sais, on disait, bon, OK, on ajuste un médicament, on tombe à 10 mg. OK, ça, cette analyse-là a été faite. Est-ce que c'est une analyse qui a été faite vraiment par un collège de médecins qui a dit oui, ou des pharmaciens qui a dit oui, vu cette condition-là, oui, on peut aller là? Ou est-ce que c'est des informations qui ont été ramassées à droite, à gauche? Ça, c'est tellement difficile. Puis ça, c'est même une problématique qu'on voit sur les réseaux sociaux. Juste faire l'exercice pour le plaisir, aller sur Facebook, regarder le contenu qui est généré, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui a été généré par intelligence artificielle. La barrière pour l'identifier devient de plus en plus mince. Il y a un danger là aussi à voir quelle est la vraie information de la mauvaise. Ça devient difficile, là. Je reviens avec ma question. Comment vous entrevoyez l'intégration de l'IA dans vos réseaux? Pour moi, l'IA, présentement, est juste contrôlée par quelques grosses compagnies, malheureusement. Puis, ils ont des objectifs précis, qui n'est pas nécessairement de développer des produits qui vont aller chercher des besoins plus nichés de certaines entreprises, comme on a besoin dans le domaine aussi manufacturier. Donc, ça va devenir de plus en plus compliqué pour ces petites startups-là. Il y avait un article dans la presse qui en parlait la semaine dernière, justement, que ça coûte plusieurs milliards juste pour entraîner un modèle qui pourrait servir un besoin. Donc, c'est le début de l'intégration, mais on s'en sert pas maintenant. Donc, on regarde ce qui se passe. On ne sera pas les premiers à embarquer là-dedans, mais on va suivre quand d'autres entreprises vont avoir réussi à l'implanter correctement. Non, je dirais dans le même sens. Je pense pas que je veux être l'entreprise pionnière dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais je voudrais pas être la dernière non plus, parce que je pense que ça va être essentiel à très, très court terme de se plonger dedans. Par contre, je veux qu'on le fasse de la bonne façon. Je veux pas qu'on court à dire oui, c'est un mot à la mode et un mot qui est là pour rester, puis comment je peux l'utiliser, où est-ce que je peux utiliser l'IA présentement là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça peut faire pour moi? Non, c'est de revoir, j'en reviens à ce que je mentionnais tantôt, c'est quoi nos processus à l'interne, lesquels peuvent être automatisés, lesquels l'intelligence artificielle pourrait m'aider à faire mieux et à faire différemment, mais en s'assurant aussi que le modèle de données entraîné derrière fasse du sens et avec mes besoins, avec ma réalité, puis que la réponse qui va être générée, ça fasse du sens aussi. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. On l'utilise déjà. Ça fait des années que quand on a nos filtres anti-pourriel ou anti-spam, qui utilisent déjà de l'intelligence artificielle. On a des solutions qui s'appellent des SIEM qui permettent d'utiliser l'intelligence artificielle. On a l'EDR qui permet de maximiser. Donc, on l'utilise sans le savoir.
Mais on aimerait bien avoir des exemples beaucoup plus concrets parce que ça reste invisible. Je devrais le documenter à ce moment-là, dire à mon patron, voilà, depuis plusieurs années, on l'utilise déjà, donc on est dans l'avant-garde, puis on gagnerait peut-être des points à ce niveau-là. Roger, le mot de la fin, comment une entreprise devrait envisager l'intégration de l'IA dans son système? Ça prend beaucoup de formation puis de lecture sur les T's and C's, les petits caractères. L'exemple que j'aime donner là-dedans, moi, c'est Microsoft, quand à un moment donné, il nous donnait Windows. Nouvelle version gratis. Gratuite. Je te la donne, Windows, prends-les. Commence à lire les petits caractères, là. C'était écrit qu'il y avait accès à toutes tes données. Tu lui donnais permission de lire toutes tes données personnelles. À cette heure, Copilot. Il nous donne un beau petit Copilot, qui est le fun, là, puis il y a une version de base avec ton Windows, puis tu peux l'avoir après ça dans ton Office. Là, il va se mettre tu peux lui demander de créer des courriels, créer des lettres. OK. Il fait quoi avec ces données? Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Est-ce qu'il passe à travers toute ma boîte aux lettres, moi, là? Je lui demande de répondre à un email, là, il passe-tu ma boîte aux lettres? Il a accès à mon OneDrive, il va-tu chercher tous mes documents? Qu'est-ce qu'il fait avec ces données-là? Fait que la mise en place dans l'entreprise nécessite une grosse séance de lecture avec un avocat pour comprendre les T's and C's qui sont là, pour comprendre qu'est-ce que je donne accès. Puis comment je fais pour le barrer où ce que je veux pas qu'il barre. Parce que il n'y a rien de gratuit dans la vie. Hein. Fait que si je donne Microsoft, c'était clair. Si je donnais un Windows, c'était sûr qu'il y avait une raison de. Pourquoi il collectait mes données? Ça servait à quoi, ça? Bâtir le AI en arrière après? Il y a besoin de data. Eh bien, à tous et toutes, merci infiniment d'avoir joué le jeu de l'anonymat pour répondre à ces questions-là. Et puis... Anonymat? Ah oui, à part Roger Ouellet de Novipro. Mais sinon, merci beaucoup. Et puis, qui sait, peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine. Merci. Merci. Merci.